Soyons clairs, il existe des secrets entourant la sexualité humaine que presque personne n'ose aborder en public. Ces sujets n'apparaissent que dans des conversations très intimes entre amis proches, ou sont cachés sur des forums Internet anonymes. Et parmi ces doutes qui suscitent tant d'intrigues, mais que rarement personne n'ose exprimer ouvertement, se cache un phénomène particulier qui a suscité fascination, controverse et d'innombrables malentendus. Je fais référence au liquide qu'une femme libère en cas d'excitation extrême ou lors de l'orgasme. Certains l'appellent squirting, d'autres le confondent avec la lubrification vaginale, et d'autres affirment avec une certitude absolue qu'il s'agit simplement d'urine. Mais la réalité est plus complexe et en même temps plus intéressante qu'on ne le croit. Et c'est là que se pose la grande question que presque tout le monde passe sous silence. Qu'est-ce que ce liquide exactement? Présente-t-il un danger en cas d'ingestion? Pourrait-il être nocif, inoffensif ou même bénéfique? Ou bien tout ce mystère n'est-il qu'un de ces tabous absurdes que la société invente lorsqu'elle ne comprend pas ce qu'elle voit? Si vous vous êtes déjà posé la question, rassurez-vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les découvertes de la science, de la médecine et de la sexologie sur le sujet. Nous allons soigneusement séparer les faits des mythes, sans morbidité inutile, sans exagération, mais aussi sans rien cacher. Pour commencer, comprenons les bases. Le liquide qu'une femme libère à ces moments-là n'appartient pas à une seule catégorie. En fait, les spécialistes distinguent deux phénomènes distincts, mais complémentaires. D'un côté, nous avons la lubrification vaginale courante, cette humidité naturelle provenant des glandes de Bartholin qui prépare le canal vaginal à la pénétration, offrant protection, confort et plaisir. De l'autre, il y a le squirting ou éjaculation féminine, qui consiste en une expulsion beaucoup plus abondante de liquide, libérée avec force par certaines femmes lorsqu'elles atteignent un niveau d'excitation très élevé. C'est ce deuxième phénomène qui a suscité tant de controverses. D'où vient réellement le squirting? Pendant de nombreuses années, la médecine l'a ignoré ou traité comme un mythe. Mais les recherches les plus récentes en urologie et en sexologie ont montré que ce liquide provient principalement des glandes de Skene, situées autour de l'urètre. Il est intéressant de noter que ce liquide n'est pas de l'urine, même s'il peut en contenir de faibles traces. Des analyses chimiques ont détecté de l'urée et de la créatinine, également présentes dans l'urine, mais aussi d'autres composés comme le glucose, des sucres en faible quantité et un antigène prostatique spécifique, étonnamment similaire à celui présent dans le sperme masculin. En d'autres termes, il s'agit d'un liquide doté d'une identité propre, résultat de l'excitation et de la stimulation intense de la zone urétrale et du célèbre point G. Et voici l'une des questions les plus fréquemment posées, bien que rarement exprimées à voix haute. Est-ce dangereux? Est-ce sale? Y a-t-il un problème si ce liquide entre dans la bouche d'un partenaire? Eh bien, la science est claire. Rien ne permet de le considérer comme nocif ou toxique. Bien qu'il puisse contenir des traces d'urée et de créatinine, les quantités sont minimes et ne présentent aucun risque. Les études s'accordent à dire qu'il n'existe aucune preuve de danger pour la santé dans des conditions normales. En ce sens, il ne diffère pas des autres fluides sexuels courants partagés entre couples, sperme, sécrétion vaginale ou salive. La seule précaution à prendre est la même que pour toute pratique sexuelle. En cas d'infection sexuellement transmissible, il peut y avoir un risque de contagion. Par conséquent, la clé reste la confiance, l'attention mutuelle et des examens médicaux réguliers. En fin de compte,
Le danger ne réside pas dans le fluide lui-même, mais dans la santé de la personne. Si les deux parties sont en bonne santé, la pratique est totalement sûre et sans conséquences négatives. L'ingestion présente-t-elle des avantages? Nous entrons ici dans un monde chargé de mythes et de croyances populaires. Sur les forums Internet, dans les communautés de sexualité alternative et même dans les pratiques tantriques, on lui attribue des propriétés quasi magiques. Rajeunissement de la peau, augmentation de l'énergie vitale, stimulation de la fertilité, renforcement du système immunitaire et même amélioration des performances sexuelles. Mais la science est claire. Aucune recherche sérieuse ne vient étayer ces prétendus bienfaits physiques. Il n'a pas été prouvé qu'il s'agisse d'un élixir nutritionnel ou d'un complément alimentaire aux propriétés thérapeutiques. Est-ce à dire qu'il est inutile? Absolument pas. Il s'agit d'un aspect souvent négligé par la médecine, mais crucial: l'impact psychologique et émotionnel. Lorsqu'un couple décide de vivre cette pratique sans préjugés, sans peur et sans dégoût, un moment très puissant se produit. Les tabous sont brisés, les barrières invisibles sont levées et une intimité plus profonde est créée. Pour beaucoup, partager ce fluide représente une confiance totale, un abandon sans réserve et une complicité absolue dans l'expérience sexuelle. Il ne s'agit pas seulement d'ingérer un liquide, mais de participer à un rituel d'acceptation totale du corps féminin dans ce qu'il a de meilleur. Ce geste silencieux envoie un message clair. Je te fais confiance, je m'abandonne à toi et j'accepte chaque partie de toi, sans filtre. Et dans une relation sexuelle saine, ce niveau de confiance renforce le désir, intensifie la connexion émotionnelle et transforme les rencontres en expériences plus épanouissantes et satisfaisantes. Pourquoi alors quelque chose d'aussi naturel est-il encore entouré de doutes, de mystères, voire de rejets? La réponse ne réside pas dans la biologie, mais dans la culture. Pendant des siècles, la sexualité féminine a été passée sous silence ou réduite à la sphère reproductive. Le plaisir, l'orgasme et l'éjaculation étaient considérés comme hors sujet, inconfortables, voire pire, sales. Ainsi, une réponse physiologique normale a fini par être enveloppée de honte et de secret. Lorsque l'industrie du porno commercial l'a introduit sur le marché, au lieu de clarifier, elle a encore plus faussé les perceptions. Le squirting était présenté comme un spectacle exagéré, avec des litres de liquide qui n'avaient que peu de ressemblance avec la réalité. Cela a généré deux effets opposés. De nombreuses femmes qui n'en avaient pas fait l'expérience ont commencé à ressentir une pression, comme si elles manquaient de quelque chose, tandis que d'autres, qui en avaient fait l'expérience, se sont senties coupables, croyant avoir uriné ou avoir un problème physique. Le silence institutionnel n'a rien arrangé. L'éjaculation féminine n'a jamais été mentionnée à l'école. Les manuels de médecine du XXe siècle lui consacraient à peine quelques lignes, comme s'il s'agissait d'un phénomène mineur. Aujourd'hui encore, de nombreux professionnels de santé ne l'expliquent pas correctement, perpétuant mythes et doutes. Dans ce vide d'informations, toutes sortes de croyances ont surgi. Qu'il s'agit d'urine, que seules certaines femmes en font l'expérience, que ce n'est pas hygiénique. Mais tout cela relève de la désinformation. La vérité est bien plus simple et plus libératrice. Le squirting est une réaction naturelle du corps féminin. Certaines femmes en font l'expérience en abondance, d'autres moins, et d'autres encore jamais. Aucune de ces options n'est supérieure ou inférieure. Elles sont toutes normales et ne devraient en aucun cas être source de honte. La question cesse donc d'être scientifique pour devenir émotionnelle et éthique. Que faire de ce liquide?
L'accepter? Le rejeter? Est-ce bien ou mal? La réponse est claire. Avaler ou ne pas avaler ne devrait jamais devenir un dilemme empreint de culpabilité ou de peur. C'est, comme presque tout dans la sexualité, un choix personnel et intime qui doit être fait en couple, basé sur la confiance, le consentement et la communication. Si vous y prenez du plaisir tous les deux, allez-y. Il n'y a pas de risque caché autre que ceux que nous connaissons déjà. Et si vous n'en voulez pas, ou que cela vous cause de l'inconfort, pas de problème. Le plaisir ne dépend pas d'un seul détail, et encore moins d'un liquide. Il est prouvé que le véritable fardeau est porté par les préjugés et la désinformation, bien plus que par le liquide lui-même. Le véritable poison ne réside pas dans les traces d'urée ou de créatinine, mais dans les tabous qui font qu'une femme a honte de son corps ou qu'un couple ne peut pas exprimer ses désirs. Par conséquent, ouvrir cette conversation à voix haute est un acte de libération. Laisser derrière soi des secrets qui n'auraient jamais dû exister et ouvrir la voie à une sexualité plus sincère, exempte de culpabilité et pleine de respect. C'est précisément la mission de cette chaîne. Éclairer là où d'autres préfèrent rester dans l'ombre, parler sans morbidité mais sans peur, expliquer ce que beaucoup taisent, même si tout le monde veut savoir. Alors si vous aimez les contenus qui brisent les tabous et mettent la science et la vérité sur la table, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Parce que la sexualité ne devrait pas être un mystère empreint de honte, mais plutôt un chemin de connaissance de soi, de confiance et de liberté. Bonjour et à bientôt pour le prochain épisode.